Bonjour à tous, un petit message avant le début de cette vidéo. Tout d'abord, je tenais à remercier Creative Assembly de m'avoir une fois de plus permis d'accéder en avance à leur DLC et mise à jour. En l'occurrence, vous l'aurez peut-être compris, le DLC The Warden on the Paunch qui m'a un tout petit peu inspiré cette vidéo et qui devrait sortir sur Total War Warhammer 2 le 21 mai. Donc en plus de ça, je suis maintenant partenaire avec le site Games Planet qui est un site de revente de jeux Steam et grâce à eux, donc à l'occasion de la sortie de ce DLC, je vais pouvoir vous en faire gagner une copie. Les détails à propos de ça seront dans la description, ça se passera sur mon serveur Discord. De plus, si vous passez par les liens présents au début de la description, vous pourrez avoir le DLC avec une promotion intéressante en ajoutant sur le site de Games Planet le code de réduction PAUNCH5. Et vous pourrez aussi avoir Warhammer 2 qui est à moins 15% au moment où j'écris cette vidéo. Ce sont deux liens sponsorisés, ce qui fait que je toucherai une petite partie du prix si vous faites des achats en passant par eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à annoncer, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. A tout de suite. Pourtant caché au regard du monde tel un précieux joyau, Ultuan, foyer des hauts elfes, est un véritable paradis perdu parmi les vagues du grand océan, jalousement gardé par ses défenseurs et habitants. Des arcs-en-ciel d'énergie magique illuminent les sommets de ces montagnes, dans un éclat merveilleux. Des forêts luxuriantes abritent les plus magnifiques des créatures, cherchant la protection de Dame Alarielle. Dans ces plaines galopent les plus beaux chevaux du monde, et en son centre trône le grand vortex, maintenant dans un fragile équilibre la réalité de notre univers, empêchant depuis des millénaires les royaumes du chaos de se déverser sur le vieux monde. De l'intégrité d'Ultuan dépend l'intégrité du monde entier, une titanesque responsabilité pesant sur les épaules des sages elfes. Le temps des conquêtes et de leur empire maritime est révolu depuis longtemps, empêtré dans une guerre civile interminable, les menant irrémédiablement à leur perte. Les hauts elfes n'ont pour seul objectif que de préserver leur demeure des griffes avides des puissances néfastes du monde. Les grands aigles et les rôdeurs patrouillent au-dessus de la muraille montagneuse de l'île, et sur les grandes portes, gardant l'entrée de ces royaumes magiques, des gardiens profitant de leur existence millénaire pour parfaire leur maîtrise martiale, se tiennent prêts à déverser une pluie de flèches sur les envahisseurs qui oseraient s'approcher. Malgré tout, leurs ennemis sont nombreux. À l'ouest, leurs frères ennemis elfes noirs tentent régulièrement d'envahir leur ancienne patrie, rongeant un peu plus à chaque attaque l'intégrité des défenses de l'île. Les pirates et maraudeurs, attirés par les richesses infinies d'Ultuan, sont de plus en plus nombreux à tenter des incursions. Et parfois, venant des lointaines Badlands à l'est, un nuage de violence et de puanteur se déverse sur les côtes elfes. Eltarion le Sinistre, seigneur d'Ivresse, est bien au fait des menaces qui pèsent sur Ultuan. Sa longue existence l'a mené bien des fois à s'y confronter. Depuis la forteresse en ruine d'Atel Tamara, il observe la campagne d'Ivresse, que des brumes épaisses protègent des regards extérieurs. Autrefois flamboyant de beauté et désormais reclus dans un silence mélancolique, son royaume comme son âme porte les cicatrices de la dernière invasion. Une douleur muette mais oppressante émane des tours blanches et or du pays. Le regard sombre et empli d'une colère refoulée d'Eltarion témoigne de la haine qu'il voue à tous ceux qui peuvent troubler la tranquillité des 10 royaumes et détruire ce que les Assours ont construit. Sa vie a été dédiée à la protection d'Ultuan. Toute son énergie et sa force de vivre ont été consacrées à la sauvegarde de son peuple. Et pourtant rien dans des siècles d'existence n'a changé, et les habitants de Tor-Ivresse ont toujours autant à craindre les créatures ignobles qui s'échouent sur leurs côtes. Eltarion ne manque pourtant pas de force. Il avait commencé sa carrière militaire par de glorieux exploits. Lorsqu'il prit la mer pour guerroyer contre les perfides Druki, la progression de son armée pourtant de modeste taille, à travers le royaume noir et gelé de Nagaroth, ne fut qu'un signe de mort pour eux. Il mena son expédition jusqu'aux portes de Nagaronde, la capitale même du roi sorcier.
pour les monuments aux pointes acérées sont le symbole immonde de la honte qui frappe les elfes depuis la déchirure. En voyant ses agents ouvrir discrètement les portes de la ville, Eltarion entreprit le pillage de Nagaronde, massacrant sans pitié sa population et incendiant la cité. Mais alors qu'il se retirait avec ses troupes, les elfes noirs eurent leur vengeance. Une furie fondit sur lui et le poignarda. L'attaque ne tua pas Eltarion, qui réagit en tranchant d'un coup précis la tête de la créature. Mais la blessure bientôt luisante de poison ne laissait guère de doute sur les chances de survie de l'elfe, qui s'effondra au sol dans les instants qui suivirent. Les soldats portèrent leur chef hors de la cité et réembarquèrent avec lui pour Ultuan, dans l'espoir de trouver un moyen de le sauver. Au même moment, à l'autre bout du monde, sur les rivages des Badlands, un autre chef de guerre embarquait avec ses soldats en direction d'Ultuan. Ni l'un ni l'autre ne le savaient encore, mais leur destin allait bientôt se croiser. Du haut de son char et de son ventre proéminent, Grom la Panse donnait les derniers ordres à sa horde de gobelins et de créatures puantes avant de prendre la mer. Si Eltarion était une incarnation de la prouesse martiale et de la rigueur elfique, Grom était lui la parfaite représentation de la brutalité et de l'intempérance. Se vantant d'être le plus gros gobelin n'ayant jamais existé, Grom avait réuni une immense swag, et écrasé sous son poids, au sens propre comme figuré, les chefs des plus grandes tribus gobelines. Si le jeune gobelin qu'il était n'avait pas décidé un jour de manger de la viande de troll crue, il n'en serait jamais arrivé là. Celle-ci se régénérant à mesure qu'il la digérait, il dut mener une épique bataille gastrique, qu'il comptait à ses soldats comme la bataille de la Panse. Il sortit victorieux de ce combat, et son corps avait changé. Il était devenu une montagne de graisse, et érigeait son ventre gigantesque tel un trophée et un symbole de son pouvoir. Le voyage d'Eltarion fut long. La douleur irradiait son corps en proie à de fortes fièvres. Les remèdes magiques administrés par ses médecins ne faisaient que rallonger artificiellement son existence et la souffrance qui l'accompagnait désormais. La nuit même où ses navires accostèrent finalement sur les rivages de Kras, Eltarion s'apprêtait à rendre son dernier souffle, pris de crise de démence et à peine capable de respirer. Il congédia ses officiers, convaincu en quittant sa tente qu'ils voyaient leur commandant pour la dernière fois. De son sommeil agité émergea pourtant un songe. Le spectre de son père, Moragnon, ensanglanté, le dos constellé de flèches. Il informa son fils qu'une terrible armée de gobelins avait accosté sur les rivages d'Ivresse et dévasté la région, abattant dans sa bêtise les pierres gardiennes, dispersant les énergies magiques corruptrices qu'elle renfermait aux quatre vents, mettant en péril la réalité elle-même. Comme si son devoir l'avait empêché de mourir, Eltarion se leva le lendemain, guéri de toute affliction, bien que d'une pâleur morbide. Il informa ses lieutenants abasourdis de sa vision, et mit les voiles vers Tor-Ivresse. La ville était visible de loin, tant le panache de fumée qui s'élevait des incendies qui la ravageaient montait haut dans le ciel. Les rues étaient emplies d'une marée de gobelins et d'orques, profanant des œuvres presque aussi vieilles que le monde. Les énergies chaotiques libérées par la destruction des pierres gardiennes agitaient déjà l'océan, et la mer semblait vouloir reprendre Ultuan. Les nuages d'une tempête qui n'avait rien de naturel s'accumulaient au sommet d'Atel Tamara, les vents de magie hurlant comme pour faire preuve de toute leur puissance. Les derniers défenseurs d'Ivresse se noyant presque dans une rivière de sang, tentant désespérément de repousser l'avancée de la Wag. S'approchant du rivage et contemplant cette scène apocalyptique, Eltarion aperçut se dessiner dans le ciel la forme d'une vouivre, monture du chaman de la Horde, qui déchaînait sa folie sur la cité sous forme de sorts aussi dangereux qu'aléatoires. Leur navire touchant finalement le sable de leur terre natale, et alors que des éclairs bariolés zébraient le ciel, les soldats d'Eltarion débarquèrent au son des corps et des cris de guerre, en formation ordonnée. Ils donnèrent la charge sur l'armée gobeline, perçant leurs rangs désorganisés de leurs lances. Eltarion, lui, enfourcha Eldorage son griffon, et fonça sur le chaman dément.
Déployant un gigantesque effort mental pour repousser la magie du gobelin, Eltarion engagea le combat contre celui-ci. Pendant ce temps-là, à des dizaines de mètres en dessous d'eux, les soldats de Thor Ivresse faisaient fièrement flotter leur étendard, continuant d'avancer à travers l'armée de Grom, se taillant un chemin vers la grande pierre gardienne, dont l'intégrité était primordiale, au risque de déclencher un cataclysme à l'échelle de la déchirure. Alors trop occupés à se chamailler pour le butin et à débattre sur qui avait le vase le plus brillant, les peaux vertes peinaient à repousser leur avancée. Et même les trolls et les géants avaient bien du mal à lutter contre l'implacable formation elfique. Ils s'effondraient un à un sur les bâtiments de Thor Ivresse, ajoutant un peu plus de chaos au carnage ambiant. Les troupes d'Eltarion arrivant à la pierre, les vents de magie qui balayaient le champ de bataille depuis les royaumes du chaos connurent une subite accalmie, déstabilisant le mage gobelin juste assez longtemps pour qu'Eltarion le décapite, laissant tomber son corps sans vie dans les rues de Thor Ivresse. La perte de son chaman donna le coup de grâce à la Wag. Et Grom, déjà en train de fuir, ordonna à ses guerriers de le suivre avant de quitter le champ de bataille. Mais restait encore à stabiliser la pierre gardienne. Eltarion, à peine remis de son combat, suivi de 4 de ses mages, s'enferma dans la tour qui abritait la pierre, et n'en ressortit que le matin suivant, seul. L'esprit à jamais marqué par ce qu'il venait de subir. Il est depuis lors surnommé Eltarion le Sinistre. À la suite de la bataille, élu gouverneur à la place de son père, il œuvra à la réparation des dégâts, aujourd'hui encore inachevés. Les bâtiments peuvent être reconstruits et les cadavres brûlés, mais les blessures psychologiques sont bien plus lentes à se refermer. Ivresse avait manqué de peu la catastrophe. Même les puissantes armées du roi Phénix n'avaient pas pu venir les aider à temps. Ultuan était vulnérable, et l'empreinte des orques devait à jamais hanter le royaume d'Ivresse. Souhaitant plus que tout au monde qu'une telle catastrophe ne se reproduise pas, Eltarion mena une nouvelle expédition, cette fois-ci vers l'est, au cœur des territoires orques, dans le but de les faire disparaître une bonne fois pour toutes de cette planète. Une juste ambition mais bien vaine. Allant pourtant de victoire en victoire, les Wag orques étaient tout de même de plus en plus nombreuses à vouloir affronter Eltarion, dans l'espoir d'avoir un beau combat. Voyant que sa bataille était perdue d'avance, Eltarion quitta les terres du sud et retourna gouverner Ivresse. De son côté, Grom est reparti dans son royaume de sable et de poussière, en quête d'abord d'un bon repas pour se remettre de sa défaite, mais aussi dans l'espoir de reconstituer une armée encore plus grande que la première, pour remettre Ultuan à feu et à sang. On raconte même qu'il aurait récupéré la tête de son chaman, et que celui-ci continuerait de le conseiller.